Difficile de croire qu'après Phèdre, Racine oublie la tragédie. Et pourtant, il s'en détourne purement et simplement une fois qu'il a obtenu tout ce qu'il voulait, c'est-à-dire la gloire, le pouvoir et l'argent. Voici donc le destin d'un ambitieux sans ambition, d'un parvenu conformiste qui sait se fondre dans le milieu qu'il intègre. Et si tout avait été différent? Et même si Racine, tel qu'on le connaît, n'avait jamais existé. Une chose en tout cas qu'on ne changera pas, c'est sa date de naissance. Il naît le 22 décembre 1639 en Picardie. 2 ans après, sa mère meurt, et 1 an après elle, c'est au tour de son père. On peut pas dire que l'enfance de Racine soit franchement heureuse, mais son orphelinage lui permet en revanche d'accéder à l'éducation de Port-Royal. Et sans cette éducation, il n'aurait pas été aussi lettré qu'il l'a été. Et il aurait donc pas écrit comme il a écrit. Et donc pas de Racine comme on l'a connu. En gros. Ce qui est quand même incroyable, c'est que normalement Port-Royal n'aurait, même avec cet orphelinage, jamais dû l'accepter. Et encore moins aussi longtemps qu'il l'a fait, puisqu'il va bénéficier de cette éducation pendant grosso modo 20 ans. Alors juste petite parenthèse pour éclairer les choses, Port-Royal, qu'on appelle aussi Port-Royal des Champs, qui se situe au sud de Paris, est en réalité une abbaye de jansénistes qui pensaient tout simplement dans un mouvement religieux assez austère que l'homme était corrompu, et ça notamment par la littérature. Et si Racine avait été avocat, comique, clerc, moine ou même théologien? Eh bien sans Racine, pas de Phèdre et tu n'aurais du coup pas dû avoir à la lire. Ce qui vraiment aurait été très dommage. En attendant, Racine a 20 ans et ne sait juste pas quoi faire de sa vie. Du coup, il traîne dans tout Paris avec La Fontaine, son pote de beuverie, en attendant juste simplement que le destin lui tombe dessus. Bingo, nous sommes en 1659, Molière rencontre un succès prodigieux avec Les Précieuses Ridicules, et Racine a donc décidé de gagner sa vie avec sa plume. Mais Petit Jean a beaucoup de travail et doit lire, écrire, réécrire, raturer, tout jeter et tout recommencer. Il décide de faire sa pub dans les salons, mais on peut pas vraiment dire que ce soit un succès. Un certain jour de mai 1663, Louis XIV tombe malade. Il va lui falloir 40 jours pour se remettre sur pied, et du coup, tous les lèche-culs du royaume décident de lui faire une sorte de lettre de bon rétablissement, histoire de se faire bien voir. Et qui c'est qu'on retrouve parmi tous les hypocrites? Ah bah Racine, bien sûr. Il décide de lui écrire Ode sur la convalescence du roi, où il le peint à la fois victorieux de ses ennemis et de la maladie. Et ça marche, puisqu'en réalité, il est fait homme de lettres au service du roi, juste après. Mais une ode, ça ne suffit pas pour être écrivain. Surtout que Racine ne veut pas être n'importe quel écrivain, il veut être le meilleur. Et pour ça, il va lui falloir détrôner Corneille, de 33 ans, son aîné. Une petite guéguerre s'amorce entre les deux hommes qui va durer toute leur vie. Pour savoir qui a la plus grosse plume, ils décident de s'affronter sur les mêmes histoires. Et le premier duel concerne du coup Britannicus d'un côté pour Racine et Cinna de l'autre pour Corneille. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Corneille va signer peut-être l'une de ses plus parfaites tragédies. Et décider aussi d'offrir une belle fin. Là où Racine... Ah, eh bien disons que Racine n'est pas très familier des happy, hein, mais je vous laisse regarder. Le deuxième duel se joue entre Bérénice pour Racine et Tite et Bérénice pour Corneille. Mais c'est la première pièce qui rencontre à la fois le succès dans la postérité, mais aussi le succès auprès du public de son époque. Après Tite et Bérénice, Corneille peu à peu va vraiment s'effacer de la vie littéraire et finir par se retirer complètement. Le champ est libre et Racine compte bien en profiter. En février 1673, Molière tombe malade et meurt. Mais Racine n'est pas du tout à la morosité, bien au contraire, ça tombe à pic. Le dramaturge préféré du roi est mort, le vieux Corneille comme on l'appelle est pas loin non plus de mourir, la place est libre et Racine compte bien en profiter. Molière est mort? Vive Racine! Pour séduire Racine, rien de plus simple. Il suffit d'être comédienne. Il aime en effet ce qu'appelle les Scarlett Johansson de son époque et il aime les vedettes. Pourtant, il est relativement assez sage et son ami La Fontaine essaye bien de le traîner quelques fois dans des orgies communes par contre au XVIIe siècle, mais s'il y va c'est sans doute plus par conformisme que par réel intérêt.
La première grande femme de la vie de Racine va être Marquise du Parc. Marquise, c'est son prénom, et on l'appelle plus facilement la du Parc. Il la vole au théâtre de Molière, la ramène dans son propre théâtre, et sans Marquise, peut-être que nous n'aurions jamais eu de pièce comme Andromaque. Ou en tout cas, peut-être qu'elle aurait été écrite complètement différemment. La pièce est un vrai succès, elle est jouée en 1667, et Marquise va malheureusement mourir l'année d'après. Le fait est qu'en 1670, il rencontre la Champmeslé, elle a 26 ans, elle est mariée, mais Racine s'en fiche. Il la drague à coups de grands rôles comme Bérénice ou Phèdre, elle craque, bien sûr, et elle va incarner désormais toutes les héroïnes raciniennes. Jusqu'au jour où Racine découvre qu'il n'est pas le seul de ses amants, il lui pète une grosse crise de jalousie et la largue sans aucune commune mesure. En 1677, Phèdre permet à Racine d'obtenir un grand honneur. Il est fait historiographe du roi. Mais s'il n'avait jamais obtenu cette charge, peut-être aurions-nous eu encore de nombreuses et somptueuses pièces. Le fait est que pour devenir historiographe, Racine doit tourner le dos complètement au théâtre et il ne va pas hésiter une seule seconde, au point même de ne plus jamais en parler en société. Il se marie, fait 8 gosses à sa femme, s'installe dans une jolie demeure, devient courtisan à la cour, a des biens immobiliers et des charges. Il devient en somme le monsieur tout-le-monde du XVIIe siècle. Au lieu des nombreux chefs-d'œuvre que Racine aurait pu écrire, on peut seulement noter Esther en 1688 et Athalie en 1689. Le destin de Racine est fait de hasard, de chance et de choix, mais il aurait pu être bien différent. Il aurait pu ne jamais devenir écrivain, comme il aurait pu continuer à bien plus écrire. Racine est un ambitieux sans ambition, c'est-à-dire qu'une fois qu'il atteint la dernière marche du pouvoir auprès du roi, une fois qu'il devient académicien, une fois qu'il gagne autant d'argent, il arrête tout. Pour Racine, la littérature n'est pas une fin en soi, mais seulement un moyen pour parvenir au plus haut sommet de la gloire. En 1699, Racine fatigue, il commence à ressentir des douleurs, il remarque une grosseur au côté droit. C'est un cancer du foie, il meurt le 21 avril entre 3h et 4h du matin. Avec des si, on refait donc la face du monde. Racine, avocat, ça nous aurait quand même privé d'un nombre de pièces magnifiques, importantes, et ça aurait été vraiment dommage. Mais c'est mon opinion sur le bonhomme, à toi de te faire la tienne, et d'ici à une prochaine vidéo, bonne lecture!